Mesdames et messieurs, bienvenue à ce rendez-vous de l'information sur EZAE TV, le sommaire. Le comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population a rendu public le rapport de l'opération ce mercredi 16 mai. Le président de la Commission nationale de traitement, Joseph Tchogbenou, a déclaré que l'opération est continuelle. Les musulmans du Bénin se sont rendus dans les mosquées ce mercredi pour dire le Hacham, prière qui lance le jeûne du mois de Ramadan ce jeudi 17 mai 2018. À peine les premières pluies et plusieurs zones sont déjà inondées à Cotonou. Une situation qui ne laisse pas indifférentes les autorités de la mairie. Bonsoir à tous. Le président de la République du Bénin, Patrice Talon, et son épouse Claudine Talon séjournent depuis hier à Rome. La délégation composée du ministre des Affaires étrangères, Aurélien Agbenossi, des Finances, Romuald Wadaï, et de quelques proches a été bien reçue par le directeur adjoint du protocole d'État italien, l'ambassadrice du Bénin près l'Italie, l'ambassadrice du Bénin près le Saint-Siège et deux représentants du Vatican. Le président de la République, son Excellence Patrice Talon, sera reçu demain vendredi par le pape François au Vatican. Il s'agit d'une visite à caractère religieux au cours de laquelle le chef de l'État assistera à des offices religieux. Il ira en balade avec son épouse Claudine Talon. Le couple présidentiel visitera les sites historiques de l'Église catholique romaine. Le chef de l'État béninois s'entretiendra également avec les acteurs de la coopération catholique internationale, notamment le secrétaire général de Caritas. Le président Patrice Talon sera reçu dans l'après-midi du même vendredi par son homologue italien pour une audience. Après l'Italie, Patrice Talon poursuivra sa tournée européenne en début de semaine prochaine en Suisse où il rencontrera à Berne Alain Berset, président de la Confédération helvétique. Il se rendra ensuite à Genève pour participer à la conférence internationale sur l'accès aux médicaments et produits médicaux de qualité. La séance hebdomadaire du Conseil des ministres de ce mercredi 16 mai 2018 a abrogé le décret numéro 2016-052 du 10 mars 2016 portant autorisation d'occupation d'une portion du domaine public pour l'expansion des activités de la société Les Bailloles. En effet, en l'application de l'arrêté numéro 2016-1113 du 22 mars 2016 portant fixation des modalités d'occupation d'immeubles, un contrat de bail amphithéotique a été signé avec la société Les Bailloles Motors SA le 22 mars 2016. Mais à l'analyse, ces actes ont été pris en violation des dispositions du Code foncier et domanial. Suivons les explications du garde des Sceaux, Joseph Tchogbenou. Le 10 mars 2016, le gouvernement avait pris le décret 2016-052 autorisant la société Les Bailloles à occuper à titre onéreux une portion du domaine public d'environ 7100 m² située entre l'échangeur de Godomè et la route Godomè-Calavi. En application de celui-ci, l'arrêté numéro 2016-1113 du 22 mars 2016 portant fixation des modalités d'occupation d'immeubles a été pris par le ministre d'État, alors chargé de l'économie, des finances et des programmes de dénationalisation. Sur cette base, un contrat de bail amphithéotique a été signé avec la société Les Bailloles Motors SA le 22 mars 2016. Mais à l'analyse, ces actes ont été pris en violation des dispositions du Code foncier et domanial. En effet, le domaine public ne peut faire l'objet de bail amphithéotique dont la caractéristique fondamentale est de conférer au preneur un droit réel susceptible d'hypothèque. Or, l'hypothèque constitue une garantie pour les créanciers du preneur. Ainsi, l'immeuble en cause peut être sujet à une saisie.
En outre, l'autorisation d'occupation délivrée à la société l'a été sans l'accomplissement de la formalité substantielle de l'enquête de commodo et incommodo prescrite par l'article 283 alinéa 1er du Code foncier et domanial. Aussi, le gouvernement lui ayant signifié ces violations du Code, la société Les Bayoles SA a-t-elle déclaré renoncer aux droits résultant du contrat querellé. En conséquence, le Conseil a décidé d'abroger le décret suscité et a conséquemment instruit le ministre de l'Économie et des Finances de rapporter l'arrêté numéro 1073 en date du 22 mars 2016 portant fixation des modalités d'occupation d'immeubles. La synthèse du rapport général du RAVIP a été faite hier mercredi à Cotonou par le comité technique de pilotage. Le dit rapport a été rendu au président de la Commission nationale de traitement, Joseph Djogbenou. Et il en résulte 10 354 466 personnes enregistrées sur toute l'étendue du territoire national au cours de cette première phase. Par la suite, Joseph Djogbenou a déclaré que l'opération de recensement est continuelle. Le comité technique de pilotage du recensement administratif à vocation d'identification de la population RAVIP, Jean Akholou, a procédé ce mercredi à la synthèse du rapport général. Le dit rapport a été remis au président de la Commission nationale de traitement. Après 6 mois de cette première phase d'enrôlement, 10 354 466 est le nombre total de personnes enrôlées sur l'ensemble du territoire national. Mais il presse avant tout de trouver une réponse à la situation des 2 277 795 000 personnes enrôlées sur témoignage et ne disposant pas date de naissance. Les années à venir, le peuple béninois se rendra certainement compte de l'œuvre du RAVIP. Dans toutes ses utilités et ses aptitudes, pour le moment, il convient de retenir qu'avec une base de données biométrique, point de départ de la mise en place d'un registre national de population, le gouvernement du président de la République, Patrice Talon, met dans le patrimoine de notre cher pays une mine d'informations dont les diverses applications conduiront le pays sur le sentier du développement. Mais avant cela, il est urgent de trouver une réponse à la situation de 2 277 795 000 personnes qui n'ont pas date de naissance et qui se sont fait enrôler sur la base de témoignages fiables. Les chiffres obtenus dans le cadre du RAVIP révèlent à n'en point douter les efforts qui ont été faits par l'État béninois et ses partenaires techniques et financiers pour doter les citoyens dates de naissance afin de faciliter leur recensement. Le président de la Commission nationale de traitement, Joseph Djogbenou, a rassuré que les doléances évoquées seront prises en compte. Il a rappelé à l'assistance que l'opération continue va bientôt démarrer. Fierté qui est celle de l'ensemble des membres de la Commission nationale de supervision de recevoir ce jour le rapport du recensement administratif à vocation d'identification de la population, recensement initial. La suite de l'opération doit être comprise avec certitude. L'Agence nationale d'identification des populations, l'ANIP, sera mise en place. Le registre national de la population sera également mis en place et les registres communaux. On va dire que c'est le début de l'effectivité de cette opération de recensement administratif à vocation d'identification de la population. L'opérationnalisation du registre national de la population et la réalisation des registres communaux de la population auront lieu au cours des jours à venir. La communauté musulmane entame le jeûne du mois de Ramadan sur toute l'étendue du territoire national. Des moments de pénitence et de prière pour tout fidèle musulman.
Pour l'occasion, la première prière, appelée Hacham, marquant le démarrage de ce jeûne, a été exécutée hier soir à la mosquée centrale Assalam de Godomé, Togoudou. Reportage au Séni à Déléké. Venant de différents endroits, un peu partout dans l'arrondissement de Godomé, dans la commune d'Abomey-Calavi, la mosquée centrale Assalam de Godomé-Togoudou a servi de cadre aux fidèles musulmans du quartier d'exécuter la prière de Hacham. Démarrée justement après la prière de Ishaï, cette prière est importante et nécessaire pour un fidèle musulman qui doit jeûner. Hacham, c'est un nom en Afrique, sinon les Arabes ne connaissent pas Hacham, c'est Tarawih. Tarawih, c'est une prière de repos. C'est quand vous trouvez 2 rakas, vous allez vous reposer et vous lever. Puisque c'est une prière de plaisir. Ce n'est pas une prière de gêne. Donc c'est pourquoi on appelle Tarawih. Tarawih, ça veut dire qu'on respire. Et repense, il ne faut pas trop gêner les gens. Ça s'appelle As-Salat Tarawih. Prêt pour accomplir ce devoir religieux, quelques fidèles nous livrent les impressions à la sortie de la prière. Oui, je suis prête. Aujourd'hui, c'est la première nuit du mois de Ramadan. Il y a d'affluence. Et comme l'année dernière, les gens s'étaient déjà annoncés hier. Il y avait du monde hier croyant que le croissant lunaire était déjà apparu. Et aujourd'hui, nous remercions Dieu. La mosquée est tellement remplie qu'il n'y a même pas de place pour pouvoir célébrer les prières pour ceux-là qui sont en retard. Je suis là ce soir pour répondre à une obligation. C'est le début du mois de Ramadan. Comme l'a prescrit l'islam, ça fait partie des 5 piliers de l'islam. Pour l'imam de la mosquée centrale Assalam de Godomé-Togoudou, le jeûne du mois de Ramadan pour un fidèle musulman a ses règles, ses avantages et ses conditions de validité et annulatifs. Le jeûne a beaucoup d'avantages. D'abord, un seul avantage que je vais vous dire, le jeûne d'un seul jour éloigne le visage du fidèle 70 ans de l'enfer. Quand tu jeûnes un seul jour, Dieu éloigne ton visage de l'enfer comme si on parcourt 70 ans. Qu'en penses-tu si tu jeûnes pendant 30 jours, 70 ans fois 30? Et maintenant 70 ans fois 30 fois nombre d'années que Dieu t'a fait vivre. Tu vois, c'est énorme. Que Dieu vraiment récompense. Parmi les avantages aussi du jeûne, le jeûne c'est une protection. Et Dieu a dit, lui, il peut récompenser. Toutes les œuvres appartiennent au fils d'Adam. Les conditions d'abord du jeûne, il faut être musulman, en bonne santé. En bonne santé. Un enfant peut faire, mais c'est obligatoire si un adulte. Homme comme femme, tous, si tu as une force physique, tu dois jeûner. Ça, c'est obligatoire. Jusqu'à même si tu rates, même après le Ramadan, tu dois compenser. Donc, voilà les règles. Ce n'est pas obligatoire sur les enfants, adolescents, sur les vieux qui sont très malades. Mais on peut vous leur faire une compensation de zakat, l'aumône avec ça. Il faut préciser que ce jeûne du mois de Ramadan, démarré ce jeudi, va durer environ 30 jours et prendra fin par une fête de la rupture appelée Aïd el-Fitr. Depuis 2 mois environ, Cotonou reçoit les premières pluies. Certaines zones de la ville sont déjà menacées par les inondations. Face à ce fléau, des mesures sont prises par la mairie pour pallier aux inondations. Pour en savoir davantage sur les projections de la municipalité, une équipe de la rédaction de ZAE-TV s'est rapprochée de la direction des services techniques. Reportage Armel Kouassi. La saison de pluie qui s'est installée depuis le mois dernier expose la ville de Cotonou à des cas d'inondation, une situation qui ne laisse pas indifférente la mairie de Cotonou. Des dispositions ont été prises par cette dernière pour régler un tant soit peu le problème. Première phase, avant les inondations, il y a des travaux à faire qui sont par exemple le reprofilage des voies, l'ouverture des tranchées pour permettre, lorsque la pluie tombe, de pouvoir circuler, le curage des caniveaux et la sensibilisation des populations sur les bons comportements à avoir avant, pendant et après
les pluies. Et pour le curage des caniveaux, cette année, nous avons fait, au début déjà de l'année, vers mars par là, quelques curages. Donc, vers février-mars, nous avons fait déjà quelques curages. C'est vrai qu'on n'a pas encore fait tout, compte tenu d'un certain nombre de procédures administratives qui ne sont pas encore allées à leur terme. Mais ensuite, nous avons commencé surtout avec la phase de la sensibilisation. Et lorsque nous arrivons donc à cette phase, pendant la crise, pendant les inondations, les dispositifs sont pris pour que, si les inondations arrivent, ce qu'il faut faire à chaque instant, des équipes sont mobilisées à travers tous les arrondissements pour que nous puissions intervenir. Maintenant, après la pluie, donc la phase post-inondation, donc il y a encore des travaux aussi à faire. Donc tout ça, c'est déjà planifié et nous sommes en train de mettre en œuvre progressivement. Certains arrondissements tels que le 1er, le 4e, le 6e, le 8e, le 12e et le 13e sont des zones considérées comme critiques. À cet effet, la mairie de Cotonou, à travers la direction des services techniques, met l'accent sur la sensibilisation des populations. Mais là, alors, ça appelle des comportements de la part des populations. Parce que ce que nous remarquons tout le temps, c'est que les populations, je ne sais pas si on va dire qu'ils s'en foutent, mais qu'elles s'en foutent, mais des gens s'installent à des endroits où il ne faut pas s'installer. C'est la premièrement. Deuxièmement, on construit les ouvrages et les gens les bouchent par des ordures, par des déchets, par toutes sortes d'encombrants, ce qui empêche l'eau de circuler. Donc, même si l'État joue sa partition, la ville devra jouer également sa partition en procédant à l'entretien régulier de ces ouvrages, mais la population aussi va jouer sa partition en essayant de surveiller, d'être responsable vis-à-vis de la protection du bon fonctionnement de ces ouvrages-là. Éradiquer complètement les inondations dans la ville de Cotonou nécessite de grands moyens selon le directeur des services techniques. Il se réjouit toutefois des moyens mis en œuvre par le gouvernement pour y arriver. Le droit des personnes LGBT dans le monde, c'est le thème retenu cette année dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale contre l'homophobie. Une journée qui se célèbre le 17 mai de chaque année. Pour vous faire découvrir l'homophobie au Bénin, une équipe de ZAE-TV s'est rapprochée du directeur d'Amnesty International Bénin, Fidèle Kikan. Suivez plutôt. L'homophobie, je n'en sais rien, ça ne me dit rien. L'homophobie, c'est une attitude de mépris, de méfiance envers des personnes qui pratiquent de l'homosexualité. Pour moi, être homophobe ne me gêne en rien. L'homophobie, ça ne me dit rien. Bon, moi, je n'ai pas de problème avec ceux qui sont homosexuels. Parce que chacun est libre de faire le choix qu'il veut. L'homophobie est un ensemble de préjugés, d'attitudes et de jugements de valeur qui s'exercent négativement à l'encontre des personnes homosexuelles. C'est une sorte de discrimination envers les LGBT, lesbiennes, gays, transgenres et bisexuels. La Constitution béninoise, en son article 23, prévoit pour toute personne la liberté d'expression et de pensée. La Constitution de la République du Bénin en tant qu'État de droit est une constitution qui est contre l'homophobie, puisque notre Constitution a pris complètement source dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, dont l'article 1er établit une égalité parfaite en dignité et en droit entre tous les hommes. Et si vous vous référez, l'article 23, toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience, de religion, de culte, d'opinion, d'expression, dans le respect de l'opinion publique, établi par la loi et les règlements. L'exercice de culte, de l'expression des croyances s'effectue dans le respect de la laïcité. Et ce qui est intéressant, les institutions, les communautés religieuses ou philosophiques ont le droit de se développer sans entrave. Elles ne sont pas soumises à la tutelle de l'État. Elles règlent et administrent leurs affaires d'une manière autonome. L'État béninois, dans sa constitution, pas constitution en tant que loi, mais dans son état même du Bénin, rejette
toute discrimination, toute homophobie. Il n'y a pas une position claire affichée par les États, surtout africains, par rapport à l'homophobie. Néanmoins, la Constitution béninoise du 11 décembre 1990 proscrit toutes sortes de discriminations. À l'endroit des personnes qui se sentent acculées dans leur choix, discriminées de par leur choix, c'est de dire simplement que la loi de notre pays, la devise du Bénin, c'est fraternité, justice, travail. Le Bénin est un état de droit et la constitution du Bénin, qui intègre parfaitement l'ensemble des droits reconnus par la Déclaration universelle des droits de l'homme, leur reconnaît le droit à l'existence et le droit de ne pas être discriminé. Et s'il arrivait qu'il y avait des faits constitutifs de cette discrimination et donc de l'homophobie, ils ont à leur disposition les services de l'État, les forces de l'ordre et la justice pour se plaindre et demander justice. Donc, il faudrait que de plus en plus les cas d'harcèlement, de discrimination et autres en ce domaine-là soient portés aussi bien vers les associations de défense et de protection des droits humains que vers les structures étatiques à même de pouvoir assurer la sécurité des personnes et la justice pour tout le monde. Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre l'homophobie au Bénin. Une trentaine de journalistes et reporters sportifs du Bénin participent depuis ce matin à un séminaire de formation sur les terminologies et formules du jeu de Scrabble en compétition à la Maison des médias Thomas Meillanson à Cotonou. Organisé par le réseau des journalistes de sport au Bénin, en collaboration avec la Fédération béninoise de Scrabble, ce séminaire vise à les outiller afin de mieux rendre compte de la pratique de ce sport ludique. La cérémonie d'ouverture a été présidée par Franck Pochimé, président de l'UPMB. Environ 30 journalistes sportifs béninois sont à l'école du jeu de Scrabble depuis ce jeudi 17 mai 2018 à la Maison des médias à Cotonou. Pendant 2 jours, les participants vont suivre des communications qui portent entre autres sur l'histoire, la présentation, les formules et les règles de cette discipline ludique créée par l'Américain Alfred Booth pendant la crise économique de 1929 sous l'appellation de lexico. À l'ouverture de ce séminaire, les organisateurs expliquent les motivations de leur initiative tout en exhortant les participants à l'assiduité. Nous avons un intérêt particulier à ce que ceux qui doivent assurer la visibilité des manifestations que nous organisons soient plus au parfum des réalités de la chose Scrabblex. Donc, voilà le but ultime qui était visé par la Fédération béninoise de Scrabble en organisant une telle formation et en sollicitant le réseau des journalistes sportifs pour que nous puissions échanger sur ce qu'est le Scrabble, comment y joue-t-on, et afin que les prochains articles qui parleront du Scrabble puissent mieux en parler et qu'ils soient également plus édifiants pour vos lecteurs. Le Scrabble est une discipline qui honore notre pays sur le plan international. Et pour nous, il était opportun dans le processus de spécialisation des professionnels des médias et surtout de la plume sportive d'aller vers cette fédération pour savoir ce qui se passe, les règles qui régissent la discipline. Louant les efforts du réseau des journalistes de sport au Bénin pour le renforcement des capacités des reporters sportifs, le président de l'Union des professionnels des médias du Bénin, UPMB, Franck Pochimé, invite les participants à être assidus au cours de la formation afin d'en tirer le meilleur, non seulement pour mieux rendre compte des compétitions de Scrabble, mais aussi pour se spécialiser à terme. Si nous sommes champions du monde de Scrabble, ça veut dire que nous devons avoir des journalistes champions également dans la relation des activités, des manifestations sportives de ce secteur-là. Si, lorsque nous allons organiser le championnat en 2020 et que des confrères qui accompagnent les équipes nationales viennent, qui font les reportages, ils lisent les notes et constatent que nous ne sommes pas outillés, nous ne sommes pas au niveau de notre équipe, ce n'est pas à notre avantage. Donc vous avez un grand défi à relever à ce niveau-là. Et c'est pour cela que je voudrais vraiment souhaiter une assiduité, souhaiter que le réseau, en organisant ce genre de renforcement
insiste aussi sur la spécialisation. Après une courte pause à la fin de la cérémonie protocolaire, participants et communicateurs entrent dans le vif du sujet. Jean-Eudes Agbemanvor, vice-président de la Fédération béninoise de Scrabble, et le directeur technique national, Joël Noumonvi, se sont relayés pour donner les premiers enseignements à leurs apprenants de circonstances venus notamment des 6 départements du sud du Bénin. Cette formation de spécialisation en journalisme sportif, la première de l'année organisée par le RJSB, s'achève ce vendredi 18 mai 2018 avec la remise des attestations de participation. Après les premiers enseignements, les participants à ce séminaire estiment avoir déjà enrichi leur culture générale sur le jeu Scrabble. Suivons les impressions de quelques-uns de ces journalistes sportifs. C'est une formation qui m'a permis d'avoir les notions de base du Scrabble parce que j'y jouais et je ne savais pas les mots habituels, usuels. Après cette présentation et cet historique, je suis beaucoup plus aguerri. Avec les mots, je ferai moins d'erreurs concernant les mots à utiliser. Il y a certaines notions que je ne maîtrisais pas. Le conférencier est revenu là-dessus. Vraiment, je suis satisfaite. Je pense que désormais, je pourrais jouer seule puisque là, j'ai le jeu, je n'arrive pas à m'exprimer. Donc désormais, avec tout ce que je viens de recevoir, les quelques notions que j'ai eues il y a quelques minutes, peuvent déjà m'aider à jouer seul ou bien avec mon entourage, avec des gens qui veulent aussi s'exprimer. Donc désormais, nous pouvons jouer sans problème. Je vais vous surprendre un peu en vous disant que je suis l'un des seuls journalistes qui couvre les événements de la Fédération béninoise de Scrabble. Quand vous dites tout à l'heure qu'on a eu des médailles au Mali, j'étais déjà au courant. Je n'ai pas encore voyagé avec eux, je connais un peu leur palmarès. Mais aujourd'hui, je me suis encore cultivé de plus parce que je ne savais pas que le Scrabble avait 102 mots, par exemple, et qu'il y avait autant de lettres qui avaient plus de points. Mais avec ce séminaire, maintenant, je crois que j'ai le b.a.-ba de cette discipline sportive que le commun de Béninois ne connaît pas. Mais moi, ce que j'exhorte, c'est pour que au moins le Scrabble puisse aller à l'école. Parce qu'à travers ce que nous sommes en train d'apprendre aujourd'hui, si nos enfants s'habituent à jouer au Scrabble, ils seront très forts en français. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. Merci de rester fidèles à votre télévision.